je voulais déjà remercier Strazan de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir de partager un petit peu nos passions, sachant que je pense que mon apparence ne me trompe pas, même si je suis doctorante, j'ai quand même un petit parcours, j'ai roulé ma bosse dans l'orthopsie et dans la pratique clinique. Et je suis là aussi pour vous partager mes expériences, partager nos observations. Donc, je vais parler des troubles neurovisuels, en l'occurrence, quand il y a un trouble développemental de la coordination. Alors, je pense que c'est toujours bien de mettre un cadre, de quoi parlons-nous, de qu'est-ce qu'on met derrière trouble, en tout cas fonction neurovisuelle. On a eu une question très pertinente tout à l'heure, on parlait d'amétropie, en tout cas de trouble de la vision ou de trouble réfractif. On a parlé de trouble oculomoteur, mais enfin, qu'est-ce qu'on met derrière le mot fonction neurovisuelle? Déjà, je vais vous dire ce que c'est pas. Du coup, c'est pas un trouble de l'œil, c'est pas l'anatomie de l'œil qui va être inondée, c'est pas le segment antérieur, c'est pas la cornée, c'est pas le cristallin. On n'est pas dans un trouble réfractif, donc les fameuses anisométropies, amétropies, myopie, hypermétropie, astigmatisme. C'est pas non plus ce qui se passe au niveau de l'aire visuelle primaire. C'est pas cette rétinotopie. On va avoir une image qui va être projetée sur l'image maculaire qui va avoir une zone bien précise. C'est vraiment pas ça, les troubles neurovisuels. Par contre, on a une fonction neurovisuelle, c'est plutôt ce qui va se passer après. C'est-à-dire dès qu'on va rentrer dans les aires associatives, quand on va commencer à traiter l'information. Alors, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi une définition qu'on retrouve et qui a même d'ailleurs été rapportée dans le rapport de la Société française d'ophtalmologie. Et la partie neurovisuelle avait été traitée par Madame Chauffroux. Et elle rapportait la définition que je vous cite là de Button, qui explique que c'est plutôt des troubles d'origine centrale qui vont être en lien avec soit une lésion, un dysfonctionnement, des voies impliquées dans le traitement de l'information visuelle. Et quand on parle de traitement, on ne parle pas de l'aspect perceptif dans le sens sensoriel, mais plutôt dans l'aspect plus un tout petit peu plus haut niveau, donc cognitif. Donc cliniquement, comment on peut distinguer la vision du traitement visuel cortical? Alors moi j'ai ma petite méthode, c'est que je dis ce qui va être objectivé au champ visuel, c'est du visuel. Et quand c'est plus objectivable au champ visuel, c'est neurovisuel. Alors vous allez me dire, tout le monde n'est pas d'accord. Moi je vous dis que c'est comme ça qu'on approche les choses, en tout cas en orthopsie, en ophtalmologie, même si il y a d'autres visions qui considèrent que même une hémianopsie, on est dans le trouble neurovisuel. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on soit d'accord pour l'intérêt du patient, le reste n'a pas trop d'importance. Donc qu'est-ce qui se passe avant V1? Avant l'aire visuelle primaire, il y a l'œil en tant qu'organe, il y a la rétine, il y a la phototransduction qui fait que les photorécepteurs vont avoir un message et ils vont le transmettre à l'aire visuelle corticale. Donc quand on va avoir une atteinte rétinienne, toutes les pathologies de l'ophtalmologie classique vont donner un trouble sectoriel, éventuellement quand c'est une atteinte sectorielle, vont donner un trouble plutôt diffus quand on va avoir par exemple une atteinte, un trouble de réfraction, une myopie, une hypermétropie, ou plutôt un trouble de l'œil, mais du segment antérieur, un trouble de la cornée, du cristallin. On va avoir donc dans ces cas-là plutôt un aspect sensoriel de bas niveau. On va vraiment pouvoir avoir une interprétation de la lumière, en tout cas du message grâce à la lumière. Et ça peut se répercuter sur le champ visuel avec des hémianopsies, mais aussi des atteintes sectorielles, avec des scotomes arciformes, un rétrécissement du champ visuel. En fait, on peut avoir beaucoup de choses. Et donc, on va avoir des fois des lésions qui vont venir après, ou plutôt un trouble, un dysfonctionnement dans l'organisation, une fois que ça va être après V1, c'est-à-dire dans les aires associatives. Et là, ça ne sera pas objectivable au champ visuel. Si on a une atteinte de la voie ventrale ou une atteinte de la voie dorsale ou un trouble visio-attentionnel, il n'y a aucune raison d'avoir une atteinte du champ visuel, qu'elle soit sectorielle ou qu'elle soit plutôt centrale. Je parle bien des traitements d'information et pas des lésions où vous allez me dire oui, mais si on a une atteinte
des voies visuelles, on peut avoir un scrutome, effectivement, mais là, je vous parle vraiment du traitement de l'information sur les deux voies de traitement. Et donc, on va parler plutôt d'un aspect plus cognitif, et c'est là où nous, on se positionne en tant que fonction neurovisuelle. Mais est-ce qu'on peut réellement dissocier les deux? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le avant V1, après V1? J'aurais bien aimé, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas dissocier ces deux entités. Pourquoi? Parce que la perception, c'est un mélange des deux. C'est cette petite zone ici qui va entre les deux, ces deux cercles qui s'entremêlent, qui font que si on a un trouble visuel au départ, si on n'arrive pas à voir de loin, si on a une atteinte du champ visuel périphérique, et on sait très bien le rôle que joue le champ visuel périphérique sur le traitement par la voie dorsale, on peut bien se douter qu'il va y avoir quand même des répercussions sur la cognition. Si on a un problème, vous parliez tout à l'heure, monsieur, vous aviez évoqué les amétropies, les troubles de l'œil, ne peuvent pas être totalement indépendants d'un traitement visuel erroné, d'un traitement, neurovisuel erroné. Donc on ne peut pas non plus en faire l'abstraction. Et donc la perception visuelle est un petit peu dans cette zone d'ombre, entre les deux, et qui va, finalement, on ne peut pas parler de traitement cortical si on n'est pas sûr que le traitement visuel initial a été de très bonne qualité. Et donc on se pose la question, est-ce que réellement la cognition et la perception sont séparées, ou effectivement cette perception visuospatiale n'est pas à la croisée des chemins, c'est ce qui permet de faire le lien et aussi créer les confusions qu'on peut avoir cliniquement aujourd'hui. Alors, rapidement un petit rappel, alors c'est très ancien, hein. En tout cas ces approches, ces modèles commencent à devenir anciens, puisque déjà en 80, je rappelle les modèles dont a parlé Sybille tout à l'heure, le modèle où on a distingué tout ce qui va être plutôt voie ventrale, la voie du poids, selon le modèle d'Ungerleider et Mishkin, qui expliquait que le traitement visuel se faisait par la voie du poids versus la voie du goût. On va avoir la voie dorsale qui va permettre la localisation, alors que la voie ventrale va identifier, permettre de reconnaître l'objet. Et puis, quelques années plus tard, la voie du « où » a été remplacée dans les travaux de Miner et Goudal par la voie du « comment ». Et c'est là où on a dit qu'il y avait plutôt la voie dorsale était impliquée dans le geste et pas forcément dans la perception. Alors, il y a eu toute la pathologie liée aux lésions qui a permis d'orienter vers ça, et donc forcément toutes les ataxies optiques qui faisaient que avec une lésion de la voie dorsale, en tout cas du cortex pariétal, on avait plus de mal à orienter le geste, donc ça pouvait orienter vers ce problème où la voie dorsale était, enfin pas un problème, mais en tout cas cette vision qui dit que la voie dorsale est impliquée dans l'action et pas forcément dans la perception. Et puis, grâce à l'imagerie fonctionnelle, et puis j'ai la chance de faire partie d'un labo qui a beaucoup travaillé là-dedans, grâce à l'imagerie fonctionnelle, on a pu concilier les deux modèles et dire que non, la voie dorsale elle est impliquée effectivement dans l'action, mais aussi dans la perception, et donc dans cette perception visio-spatiale. Et cette voie dorsale, elle joue ces deux rôles, perception et action. Donc, si on veut être beaucoup plus pragmatique et définir les choses de manière, en tout cas, utile pour le patient, parce que ça reste toujours mon objectif premier, on va parler de fonctions visio-spatiales où on va s'intéresser à tout ce qui va être propriété métrique, la longueur, la taille, les grandeurs. Tout ce qui va être position relative entre les objets, c'est-à-dire tout ce qui va être relation spatiale, ça va être aussi la perception des angles, ça va être la perception du milieu, et puis aussi ce qui va être plutôt mis en jeu dans l'action motrice, c'est-à-dire dans quelle mesure cette fonction visio-spatiale, en tout cas cette représentation, va permettre d'orienter le geste, et c'est tout ce qui va être en lien avec la coordination oculomotrice et l'oculomotricité, l'orientation du regard par exemple.
On va parler aussi de fonctions visio-perceptives, donc c'est pas par hasard que je pars en bas, c'est tout ce qui va être plutôt fonction intrinsèque, en tout cas propriété intrinsèque de l'objet, les textures, la couleur, tout ce qui va vraiment définir l'objet, mais aussi lui permettre de le rentrer dans une catégorie, donc c'est tout ce qui va être traitement occipito-temporal. Et puis viennent les fonctions visio-attentionnelles qui sont un peu moins étudiées et qui interagissent entre ces deux fonctions, visio-spatiales et visio-perceptives, et vont permettre de faire le lien. En tout cas, c'est une forte hypothèse qui existe et qui va avoir pour rôle d'inhiber les distracteurs, mais aussi d'orienter le regard et de cibler de manière attentionnelle tel ou tel objet. Donc, si on a défini ce que c'était qu'une fonction neurovisuelle, donc quelles sont les fonctions neurovisuelles dont on peut parler, qu'est-ce qu'un trouble neurovisuel? Donc un trouble neurovisuel, vous avez très bien compris, va concerner une des fonctions. Donc, quand on parle de trouble du traitement visio-perceptif, ça va être plutôt des processus perceptifs et plutôt gnosiques, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec la reconnaissance de l'objet, la dénomination de l'objet, la représentation sémantique de cet objet, mais ça va aussi être les processus un peu plus bas niveau où on va parler de forme de l'objet, de sa couleur, de sa texture. Donc on est plus dans ce type de registre. On va avoir des troubles du traitement visio-attentionnel, où là on va peut-être avoir des difficultés d'inhibition des distracteurs, donc ça va être des enfants qui vont vous parler et en même temps qu'ils vous parlent, ils vont vous dire du rouge. Pourquoi ils ont dit du rouge? Parce qu'il y a eu un message visuel, le carré rouge est venu sur la rétine périphérique, a créé toute une réorganisation de sa pensée, et du coup on ne sait plus ce qu'il dit. Donc c'est pas de la dysphasie, c'est un enfant qui a peut-être un trouble visio-attentionnel. C'est aussi un déséquilibre de représentation du champ visuel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire qu'on sait peut-être tous qu'il y a une magnification de la représentation maculaire. La macula, c'est la zone de la rétine centrale qui nous permet d'avoir la vision des détails, qui nous permet d'avoir, c'est là où il y a la plus grande condensation de photorécepteurs, les cônes, et qui nous permet d'avoir vraiment la vision des détails. Et cette représentation corticale, elle est beaucoup plus importante que la représentation corticale de la vision périphérique qui, anatomiquement, est une zone beaucoup plus importante. Donc, cette magnification est importante, c'est ce qui nous permet aussi de focaliser notre attention sur le détail qui nous intéresse, qui nous permet de lire, qui nous permet d'avoir une saisie beaucoup plus précise de ce message. Mais par contre, des fois, elle peut être surévaluée, et donc on a une espace ou surreprésentée. On va avoir une absence de prise en compte de tout ce qui va être vision périphérique, et donc on va avoir des enfants, on va dire, dans leur bulle, ils ne voient pas ce qui se passe à côté, sans qu'il y ait pour autant d'atteinte objectivable au champ visuel. On est bien d'accord. Ça va être des enfants qui vont être vraiment dans leur bulle. Vous allez me dire, c'est parce qu'on voit d'habitude, on a plutôt tendance à avoir des enfants qui sont vite distraits. Et bien c'est aussi parce qu'ils ont une sous-représentation de cette magnification maculaire et une sur-représentation du champ visuel périphérique, en tout cas une surexploitation, qui fait que ce champ visuel périphérique va être beaucoup plus alerte à la mouche qui passe et beaucoup plus distrayant et avec une mauvaise inhibition des distracteurs. Et puis on va avoir des troubles du traitement visio-spatial qui peuvent être de différents ordres, soit d'un point de vue perceptif, donc la vision et donc la représentation visio-spatiale, c'est-à-dire tout ce que je vous disais tout à l'heure, les grandeurs, les positions relatives, donc tout ce qui va être ce que je vois et qui me donne une représentation, une carte de l'espace, et tout ce qui va être beaucoup plus exécutif, donc sur l'aspect traitement visio-spatial exécutif et donc visio-constructif. Donc le TDC dans tout ça. Oui, alors j'aurais pu enlever cette slide parce qu'à la limite tout le monde a dit que la perception visio-spatiale était déficitaire dans les troubles du développement de la coordination. Mais pourquoi? Parce que finalement on ne peut pas envisager le geste sans l'espace et on a besoin de cette vision pour nous permettre
de mieux appréhender l'espace. Et la vision est le seul sens qui permet d'avoir une représentation allocentrée suffisamment exploitable et un traitement simultané des informations. L'audition, vous allez me dire, l'audition le permet, mais pas de la même manière. Et c'est pas par hasard aussi que 80% des informations dans les apprentissages passent par la vision. On peut bien se douter que quand on a un déficit visuel, ça peut forcément avoir des répercussions. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, que se passe-t-il quand on a un trouble neurovisuel et dans le cadre d'une dyspraxie ou d'une TDC, ou quel que soit le cas, en tout cas quand on a un trouble du geste moteur, de coordination surtout, on peut avoir aussi des troubles d'organisation du regard. N'oublions pas que l'orientation du regard est aussi traitée par la voie dorsale, mais au-delà de ça, la fixation, les saccades sont des praxies. Donc on peut avoir des troubles de cet aspect-là. Donc les fonctions oculomotrices peuvent aussi être altérées, être déficitaires, en tout cas mises en cause, donc des troubles du développement de la coordination. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui va être exploration visuelle. L'exploration visuelle, c'est ce qui permet aussi d'avoir une bonne saisie de l'information. C'est parce que j'ai pu explorer toute la scène devant moi, que je sais qu'il y a un certain nombre de rangées, qu'il y a une salle très intéressante, très riche, avec pas mal de personnes, et je sais qu'une porte est fermée. Si je n'avais pas une exploration, j'espère quand même qu'elle est d'assez bonne qualité, je ne me serais peut-être pas rendu compte qu'il y avait une porte ouverte en haut, et ça pourrait peut-être biaiser ma représentation de l'espace. Comment ça va se répercuter fonctionnellement? Parce que tant qu'à faire, je suis là, autant parler de ce que je vois en clinique. Ça va être des enfants, ou même des adultes d'ailleurs, qui peuvent avoir des diplopies. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la diplopie, c'est tout simplement le fait de voir double. Ok, diplopie, beaucoup, tout le monde ne dit pas qu'il voit double, c'est quand même rare. Je ne sais pas, est-ce que les enfants que vous suivez qui ont des dyspraxies ou des troubles ou des TDC, est-ce qu'ils vous décrivent des diplopies? Eh bien, en fait, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que très souvent, ça va être soit fugace, soit avec leur capacité d'adaptation, ils vont avoir des toutes petites diplopies qui vont compenser. Et on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des confusions de lettres, des inversions de mots. Alors on va dire, bon, on est plutôt dans le langage écrit, là, on n'est pas dans la coordination. Mais en fait, pas forcément. Imaginez si vous faites des petites diplopies, vous avez un A, et puis après, hop, ça part, ça revient, et vous l'avez vu 2 fois ce A. Et bien finalement, vous n'allez pas lire correctement, ou ça va devenir un B. Ou, voilà, il va y avoir pas mal de petites choses comme ça. C'est ce qui va aussi expliquer qu'on va sauter un mot, parce qu'en fait, le temps de refusionner, de recommencer à avoir une vision avec les 2 yeux, va faire qu'on va perdre certaines informations. La saisie de l'information ne sera plus de bonne qualité. Ça va aussi se répercuter par une mauvaise préhension gestuelle. Alors vous allez me dire pourquoi, même en absence de diplopie, tout simplement si on n'a pas une bonne précision du geste et une bonne organisation du geste, donc forcément le geste, une bonne organisation du regard, le geste ne va pas suivre. Et donc, on a besoin de régler ces problèmes avant de pouvoir se dire qu'il y a un problème de coordination oculo-manuelle. Il faudrait que l'œil fasse son job correctement. Et puis, c'est les enfants, ils ont d'autres raisons aussi d'avoir mal à la tête, mais ils ont souvent mal à la tête, ces enfants-là. Parce qu'ils ont tellement tendance à compenser, à rattraper, à travailler sur leur oculomotricité, qu'en fin de journée, ils sont épuisés, ils ont des céphalées. Et puis on va avoir aussi des troubles posturaux. Alors à minima, ça va être l'enfant qui va avoir un torticolis, mais ça va aussi être des enfants qui vont avoir des troubles posturaux beaucoup plus importants. On va aussi avoir des troubles du traitement visio-spatial. Alors, je ne vais pas trop m'étaler parce que tout le monde en a un petit peu parlé. Comme je vous ai dit, on peut avoir des troubles dans les processus visio-perceptifs, mais aussi dans les troubles visio-moteurs. Et donc, ça va se manifester dans ces cas-là par très souvent des difficultés scolaires. C'est ce que disait tout à l'heure Sybille. Il y a l'enfant maladroit, depuis toujours. Il y a l'enfant qui, à l'école, on commence à se rendre compte qu'il a des problèmes. Et donc là, dans ces cas-là, quand c'est que visio-spatial, en général, c'est plus à l'école qu'on va se rendre compte que cet enfant a du mal
à rentrer dans les maths, à rentrer dans à faire de la géométrie. C'est un enfant qui va avoir du mal à manipuler, on ne comprend pas pourquoi il n'écrit toujours pas. Donc il y a le geste, mais il y a aussi peut-être la fonction visio-spatiale et en tout cas perceptivo-spatiale qui peut être mise en cause. Et puis les troubles de la voie ventrale qui sont beaucoup moins fréquents dans la littérature. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir, mais ça existe. On va avoir des dysgnosies des images, et puis des dyspropagnosies. Et dans ce cas-là, c'est comme pour toutes les autres pathologies, en tout cas en lien avec des troubles de la voie ventrale. On va avoir un enfant qui ne va pas reconnaître, cet objet, qui ne va pas pouvoir l'identifier, qui ne reconnaîtra pas sa maîtresse, par exemple. Concrètement, que fait-on? Quand on est dans de la pathologie, plutôt pathologie du regard, ce terme me plaît bien, je l'ai appris grâce à des collègues qui n'étaient pas orthoptistes et je trouve qu'ils rapportent bien ce que je veux dire. La pathologie du regard, c'est justement ces troubles d'organisation du regard. En général, je dis bien en général, la prise en charge orthoptique peut être efficace. Je ne suis pas sûre qu'elle dure vraiment dans le temps, dans tous les cas, mais en tout cas, elle peut être efficace. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre justement d'équilibrer, d'un point de vue oculomoteur, un déficit qui était peut-être aussi récupérable. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure vision binoculaire, fusion, mais aussi une meilleure perception du relief. Ce qui a un atout, quand c'est possible bien sûr, qui a un atout énorme pour la précision dans le geste. On va pouvoir aussi améliorer l'exploration visuelle et mettre en place des stratégies efficaces, des stratégies en lien avec la lecture. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'avoir des points d'appui qui lui permettront finalement de ne pas être en difficulté. Vous aviez le cas que vous aviez présenté tout à l'heure, je trouvais que cet enfant était très intéressant. Tout ce qui était, il prenait appui sur sa vision, il avait des troubles peut-être visio-spatiaux, mais quand vous lui montriez des choses, il était capable de se corriger, mais le téléphone, comme il ne voyait pas, il était incapable de se corriger. Et donc la vision et le message visuel peuvent être des points d'appui. Par contre, quand on a des troubles visio-spatiaux, il faut quand même être un petit peu plus vigilant par rapport à ce que peut rapporter la rééducation et la prise en charge orthoptique. Il faut aussi surtout se focaliser sur les adaptations scolaires. Juste une petite parenthèse, parce que si j'en parle pas, je m'en voudrais. Et surtout que Sybille a été très rapide là-dessus. Sybille et Laure ont fait un travail très intéressant sur la perception visio-spatiale, la prévalence des troubles de la perception visio-spatiale dans les TND. Et elles ont trouvé quand même qu'il y avait une plus grande prévalence, comme a dit Sybille tout à l'heure, mais ils ont surtout réussi à démontrer qu'il y avait plutôt un problème des relations spatiales et pas de la représentation des grandeurs. C'est-à-dire que les enfants qui ont une TDC sont des enfants qui vont avoir un trouble plutôt dans les positions relatives, dans la perception des obliques et des angles, et pas forcément des enfants qui ne vont pas avoir une bonne représentation de la taille et de la longueur. Donc il faut garder ça en tête parce que pour les adaptations scolaires, pour les collègues qui en parleront, ça serait très intéressant de se dire que voilà, il y a quand même ce côté relation spatiale qui est beaucoup plus important que tout ce qui va être représentation des grandeurs. Je finis tout de suite. Donc pourquoi? Ça, tout le monde l'a dit, parce que la perception visio-spatiale déjà va jouer un rôle important dans les apprentissages, et puis surtout que c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne représentation topographique et des référentiels allocentrés. Mais c'est aussi, en fait, ce qu'il faut, juste un point sur une vigilance, mais je pense que ça sera abordé cet après-midi, c'est par rapport au passage au clavier, à l'ordinateur en tout cas. Un enfant qui a un trouble de la perception visio-spatiale et spécifiquement des positions relatives et des relations spatiales, il faut être vigilant. Il va être beaucoup plus compliqué de le mettre sur ordinateur qu'un enfant qui n'a pas de trouble de la perception visio-spatiale.
Je laisserai les personnes en charge de parler des adaptations tout à l'heure en parler, de tout ça. Mais par contre, juste le message que je voulais garder et que je voulais faire passer, est-ce que les troubles neurovisuels, finalement, c'est plus une comorbidité à la TDC ou ils sont constitutifs de la TDC? Est-ce qu'on a des formes de troubles, comme on avait tendance à dire, des dyspraxies visuospatiales, ou c'est plutôt quelque chose qu'on peut retrouver systématiquement ou pas du tout? Alors, j'en sais rien, et j'ai envie de vous dire, je suis désolée du terme, je m'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il faut rester vigilant. Si l'enfant a un trouble visuospatial, il faut quand même le prendre en charge et s'en occuper. Et c'est surtout que les prises en charge vont être différentes en fonction du type de trouble, mais en fonction de chaque enfant. Et je tiens vraiment à appuyer le rôle que peut jouer la pluridisciplinarité dans la prise en charge et l'accompagnement d'un enfant TDC. C'est vraiment la clé qui pourra résoudre les problèmes et ne pas se focaliser sur un seul aspect. On est quand même dans des troubles neurodéveloppementaux qui vont avoir des répercussions et des manifestations différentes sur différents aspects. Et c'est toute l'importance de nos beaux métiers pluridisciplinaires. Et je vous remercie pour votre attention.